Boum, la giclette est là, on l'attendait. 5, 10, 15 mètres. File, qu'est-ce que tu nous fais là? Le plus beau cocorico de Repco. C'est 100 fois, c'est 1000 fois, c'est 11 millions de fois mérité. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Passe-moi le bike, votre podcast 100% vélo, épisode 6. Au sommaire aujourd'hui, on va évidemment parler du Tour de Wallonie qui s'est fini cette fin de semaine. On enchaînera avec le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, exit le Dauphiné. Et pour en parler avec moi, comme toujours, mes trois acolytes. Salut Max, salut Théo, salut Émile. Salut Simon. Salut les gars. Et vous avez remarqué, autour de la table, il y a une quatrième personne, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut l'équipe PMLB. Alors Antoine, on va vous le présenter rapidement, le natif de Lustin, membre de l'équipe des Sangliers, ancien journaliste sportif, diable que son CV est long comme mon bras, mais surtout un grand passionné de vélo et grand connaisseur du cyclisme et en particulier du cyclisme wallon et namurois. On a hâte de t'entendre. C'est parti pour notre 6e épisode. Alors, je propose de tout de suite commencer avec notre invité, c'est tellement exceptionnel qu'on ait ça, et c'est Max qui va se charger un peu de le cuisiner, notre ami. Ouais, donc bienvenue à toi, Antoine, dans l'équipe ce soir. Et donc, la première question que je voulais te poser, c'est un peu simple, mais je voulais savoir d'où venait ta passion du vélo. On sait tous ici autour de la table que tu es un excellent cycliste. Et donc, je me demandais plutôt, est-ce que tu as d'abord été cycliste et donc sportif, ou d'abord supporter et suiveur du vélo? Je pense que j'arriverai même pas à répondre à la question. Je sais pas si j'ai d'abord été supporter ou d'abord été cycliste. En tous les cas, il y en a eu des étés où j'ai passé le mois de juillet devant la télé avec mon papa. Je pense que ça vient de là, la passion du cyclisme. C'est le daron qui regardait le Tour de France devant la télé et qui nous interdisait de regarder les dessins animés. Et quand on revenait du camp scout en juillet, on se tapait le Tour de France. Et après, c'est parti. On jouait au petit vélo dans le bac à sable. Et puis, on faisait notre propre Tour de France sur le petit tour en chemin qui passait derrière la maison. Mais du coup, au moment où tu as commencé à vraiment avaler les bornes et avoir un bon niveau sportif de vélo, ça c'est quoi? C'est adolescent, c'est enfant, c'est plutôt période 20-30 ans ou... Oui, c'est clair. Quand je dis cycliste, non, je jouais avec les frères sur mon vélo. Quand le niveau a commencé à venir, c'est plutôt... comme beaucoup de gens, grâce au Covid, parce qu'on avait un peu plus de temps pour... Ouais, pour venir, t'as un moustique qui va te piquer là, fais attention. Voilà. T'es cycliste, mais attention, piqûre quand même. Ouais, c'est ça. Mais surtout, c'est à la vieille boucle que t'as marqué le palmarès, et c'est vraiment une course, moi, que je trouve fascinante. J'étais pour la première fois l'année passée. Et là, on est sur quelque chose d'assez magique. On est dans un univers 100% vintage où tout le monde se prête au jeu, les vélos sont vintage, les gens ont la moustache, et tu sens que tu as tout le village, tu as toute l'atmosphère du village qui se transforme. Et surtout, pour les jeunes et les coureurs cyclistes avoisinants, des villages avoisinants, on sent que c'est une date clé, quoi. Et donc toi, tu as gagné 2 fois cette course. Explique un peu ce que ça représente pour un Lustinois, la vieille boucle, et aussi à quel point ça a créé cette dynamique de sanglier, ce collectif, quoi. C'est clair, je pense qu'on était beaucoup à en rêver d'avoir une course dans le village. Il faut savoir qu'à Lustin, il y a quand même toujours eu beaucoup de sportifs, mais il est clair que la vieille boucle a doublé, voire triplé le nombre. Quand on voit des jeunes de 8, 10, 12 ans avec un vélo vintage tourner dans le village tout l'été, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est franchement chapeau aux organisateurs d'avoir créé une journée comme ça où Lustin se transforme complètement. Et il n'y a pas que le vélo, oui, il y a les décors, il y a les voitures, il y a toute l'ambiance, il y a les vêtements qui sont tout est d'époque. Et ça donne envie de se mouiller pour eux. Et voilà, c'est grâce à ça aussi, c'est clair que l'équipe des Sangliers sont nés. Parce que ce qui est mythique aux vieilles boucles lustinoises aussi, c'est le col, je ne sais pas si on peut appeler ça un col ou le triple mur de Monty. Explique-nous un petit peu. Ouais, c'est ça. Il y a donc d'abord une première course en ligne. Et donc là, c'est plusieurs fois un tour qui passe... on descend en fait la première partie du triple mur de Monty. Et
après la course, il y a un contre-la-montre uniquement dans cette ascension du triple mur c'est dur, hein. des Monty, qui est franchement, il y a beau y avoir des classements sur internet des plus dures des plus dures côtes en Belgique, mais le triple mur. Tout bon Namurois a déjà été frotté et ça tape, quoi. On dit top 10, mais c'est top 3 des côtes en Belgique. Ouais, le dernier mur monte, vraiment, ça finit à quoi, du 22%? C'est ça, 22%. Ouais, donc les 200 derniers mètres sont vraiment. Ouais. Et avec les braquets des vélos vintage. Ouais, c'est surtout ça. Ça doit bien taper. Et donc, pour rappeler, c'est bien deux courses différentes. T'as le triple mur, qui est plus de l'endurance pure. Et puis après, t'as d'abord la vieille boucle, qui est de mémoire 4 boucles que vous faites de plus ou moins 6 km. Je pense que j'avais checké plus ou moins 120 D+. Et donc là, vous avez les enfants, les femmes, les hommes, et puis même les élites, quoi. Et toi, t'es en élite, évidemment. Parce qu'il faut quand même le rappeler, parce qu'il est modeste. Il a quand même gagné 2 fois, en 25, 23. Et c'est ton frère au milieu, Arthur, qui vient de chipper le... Oui. Mais Arthur avait roulé pour moi en 23, et donc je lui ai rendu l'appareil en 24. Ça, c'est beau. Et puis l'an dernier, c'était chacun pour ça. Mais oui, donc c'est bien d'abord les boucles, et puis le mur des Monty, donc c'est en 2 parties, quoi. Et de mémoire, le classement, il faut que le vélo, il doit dater de maximum 1975, 7. Il me semble que j'ai vu ça sur votre site internet. Ouais, c'est ça. Après la date, on n'y regarde pas trop. Il y a 3 critères principaux qui sont pas de clips, un vélo en acier et évidemment les vitesses sur le cadre. Ouais, ça c'est bien. Mais alors, ça a créé une vraie émulation positive dans le village, quoi. Lustin, c'est quoi? C'est un village de 1500, 2000 habitants. Et si je regarde un petit peu les classements dans tous les sports, il y a les Lustinois, ils raflent tout, quoi. Ouais, c'est clair, ça. Comment t'expliques ça? C'est l'oxygène qui est différent là-bas? Il y a un bon médecin ou... Je pense qu'il y a une bière. Je connais une bonne pharmacie là-bas. Il y a une bière qui est particulièrement bonne et qui nous donne des ailes. Et comme à Lustin, on boit dès le plus jeune âge, ça aide sans doute. Non, mais c'est vrai que la vieille boucle contribue au fait qu'on a envie de s'entraîner pour cet événement, et donc on avale des bornes tout au long de l'année. Et oui, que peu importe l'âge, tout le monde a envie de bien figurer à la vieille boucle, et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de niveaux. Et il y a un petit signe distinctif avec la moustache aussi. Est-ce que vous n'êtes pas plus ou moins tous en train d'essayer de porter la moustache à ce moment-là? C'est obligé. C'est obligé en plus. Voilà. Oui, ce qui est chouette, c'est que le fait, peu importe l'événement sportif cycliste qui existe, ce que Antoine me disait aussi, c'est que c'est hyper agréable de se dire que une fois dans l'année, tu as une course où c'est possible de jouer la gagne, et donc en fait ça te motive toute l'année à faire du vélo, parce que tu te dis mais il y a mon événement de mon village, peu importe la taille qu'il a, où tu vis enfin moi c'était ma première course cycliste, j'ai vraiment vécu ça comme si j'étais sur le Tour de France, de tenir la roue, etc. En fait, c'est génial. Il y a peu d'occasions dans la vie, même dans la région namuroise, de vivre ça, quoi. C'est vraiment le principe de la kermesse à l'ancienne, quoi. Donc du village, c'est ça qui est génial dans cet événement, en fait. Oui, c'est clair. Il faut rappeler que c'est un niveau avec les gens du coin, évidemment, que c'est pas un niveau de malade. Donc on arrive à jouer les premières places, et c'est ça qui est génial. C'est clair que si t'es du village, t'arrives et tu fais 45e, t'es peut-être un peu moins motivé. Mais là, oui, c'est clair que c'est motivant. Et j'allais revenir à un truc, c'est que avec nos frères, on avait une BD quand on était petit qui s'appelait Ludo et la Coupe Castard, et c'était un personnage qui s'appelait Ludo et qui avait une course dans son village, et quand on était petit, on en parlait tout le temps, on disait ce serait trop chouette d'avoir une course à Lustin, et puis la vieille boucle est née quand on avait 14-15 ans, et c'est de là que c'est la 12e édition. Cette année, c'est la 12 ou 13e? Je pense que c'est la 13e. C'est la 13e. Et en plus, c'est quand même chouette, c'est que c'est une course qui est à contre-courant rien que par rapport au matériel, tu vois. À une époque où tout le monde va avoir le meilleur matos, le truc le plus léger. En fait, là, t'es complètement à l'opposé. T'es avec ta vieille bécane qui pèse 15 kilos en train de monter le triple mur. Franchement, chapeau. Et qui plus est, en plus, il faut le rappeler, que c'est pour une bonne œuvre. J'ai vu que vous avez récolté plus de 500 000 euros depuis le début, qui vont à diverses associations. Donc ça, franchement, chapeau pour le geste. C'est ça qui est le plus important, c'est que c'est pour la recherche contre le cancer. Et c'est vrai quand on parle de l'aspect sportif, on oublie parfois de le mentionner, mais c'est ça qui est le plus beau dans l'histoire, je pense. Ouais, donc cette course, c'est le 6 septembre. Franchement, allez-y, parce que s'essayer à la vieille boucle, ou même venir voir la vieille boucle, c'est la cocher dans le calendrier chaque année. Est-ce que c'est pas déjà complet, malheureusement? C'est complet, mais par contre, même venez sur le bord de la route comme supporter, ou bien il y a encore des places comme équipe, ou je pense pour le contre-la-montre du triple mur, même si c'est extrêmement compliqué et qu'on finit à pied, c'est génial d'y participer. C'est une ambiance comme dans un col du Tour de France, c'est extraordinaire.
Ouais, et puis quand le vélo allie toutes ces belles choses, autant en profiter. Et n'oubliez pas, c'est gratuit. Et on aime bien que ça reste gratuit. Tout ça, super. Ok, je vous propose maintenant de passer donc à la course qui s'est finie cette fin de semaine, bien entendu. Le Tour de Wallonie, comme je le disais, qui a vu le néo-zélandais Ben Oliver de l'équipe Modern Adventure s'imposer. Une rapide carte d'identité du bonhomme que personne, en réalité, autour de la table. Quelqu'un connaissait Ben Oliver ? Non. Ah, bravo pour votre honnêteté, ça fait plaisir. Donc le néo-zélandais de 29 ans, en fait plutôt spécialiste du VTT cross-country, qui est passé pro en fait en 2026. Des faits d'armes assez légers. Il a quand même créé la surprise en finissant 3e de l'étape du Tour d'Andalousie, à l'étape inaugurale. Puis il a fait 20e de Kurne-Bruxelles-Kurne, 11e de la Samin et il fait 14e du Grand Prix Montserrat. Et cette année, il a participé à son premier monument qui était Paris-Roubaix et il fait 47e. C'est génial, en fait, c'est un gars qui arrive un peu comme Tim Merlier qui arrive sur le tard. Ça fait seulement 1 an qu'il est passé professionnel et je pense que l'année prochaine, avec les résultats qu'il a fait cette année, plus que modeste, plus qu'encourageant, il pourra peut-être signer dans une équipe World Tour. Et là, cette année, il est dans une chouette équipe, la Modern Adventure Pro Cycling, qui est une toute nouvelle équipe qui a été montée par ce bon vieux George Hincapie. Ouais, une équipe américaine, et on pourra reparler du fait que ce soit George Hincapie et son passé plutôt trouble. Ouais. Voilà, Max, ton avis ? Bref, Hincapie, donc, qui était équipier d'Armstrong et qui a avoué juste après avoir pris sa retraite, en fait. Sur le CV, en général, c'est plutôt bon pour intégrer le staff d'une équipe. Ouais, voilà. Donc, il a avoué qu'il s'était clairement dopé. Ouais. Et donc, c'est un peu lui qui a aussi servi de témoin clé dans tout le procès Armstrong. Ouais, tout à fait. Et pour revenir juste à Ben Oliver, c'est quand même agréable aussi d'avoir des mecs qui débarquent à 29 ans. À un moment où la précocité dans le vélo, à 18-19 ans, t'es censé pouvoir gagner tous les grands tours. C'est quand même agréable. C'est un bel exemple, ouais. C'est un bel exemple que quand tu veux. Enfin non, ça c'est vraiment un truc de méritocratie. Faut pas dire. Quand tu veux, tu peux. C'est pas vrai. Mais bref, bravo à lui. C'est quand même chouette à voir. Antoine, ton avis. En tout cas, oui, comme tu dis, ça montre qu'il y a encore de la place pour tout le monde Exactement. dans le peloton. Et ça, c'est un message positif. C'est bien mieux reformulé, Max. Bravo. Mon avis, non, c'était un Tour de Wallonie hyper ouvert. On ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la dernière étape, jusqu'à au final 1 kilomètre de la ligne. Et oui, Ben Oliver, beau vainqueur, et c'est chouette de découvrir des coureurs. C'est mieux ça que de savoir dès le départ qui va gagner la course. Ouais, complètement. Complètement d'accord. Je trouve qu'on a vu énormément de noms découverts, ou que Max nous a fait découvrir grâce à son coude à coude, parce que Riley Sheehan, une fois de plus, en parler. Mais j'ai l'impression que chaque semaine, je mets une petite étiquette pour Max et son coude à coude en mode quel génie. Merci les gars, c'est gentil. Il aurait vraiment pu la gagner. Je pense qu'il y avait énormément d'incertitudes dans ces étapes, mais voilà, c'est Ben Oliver qui l'a fait. Ouais, bravo à lui. Ouais, et comme Antoine le mentionnait, c'est vrai que c'était un tour qui était sacrément ouvert et auquel on ne pouvait pas forcément deviner tout de suite qui allait gagner. Et je pense que ça va faire l'objet du coup de bordure. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent, y a plus d'armure. Tu prends la rafale, pleine figure. Ouais, un coup de bordure cette semaine où il n'y a pas grand chose à analyser. Franchement, j'ai été déçu. J'ai pas vraiment de coup de bordure tactique. Malheureusement, on a vu un triste spectacle sur le bitume belge francophone. On a vu autant de chutes dans le peloton que de bavures policières sur mineurs. Et je ne dirais jamais Mauro Schmitt, mais bon, là, c'était vraiment malheureux. Ce qui s'est passé, une bien triste semaine. Mais bon, bref. Revenons à notre peloton. Allez, si on prend l'entièreté de ce Tour de Wallonie, personne ne peut dire que le meilleur a gagné, parce qu'il y a tellement eu d'aléas, il y a tellement eu de chutes, de problématiques dans le peloton que en fait c'est un peu malheureux, parce que ça s'est joué sur des petites bonifications, et ça j'ai aucun problème avec ça, parce que voilà, à un moment il faut faire la part belle aux sprinteurs, les gars qui ont du panache, qui osent se découvrir un peu pendant l'étape, c'est intéressant. Mais par contre ici en fait le Riley Sheehan ou Arnaud Delis ou même des mecs qui étaient un peu moins bien classés, ils auraient pu la gagner s'ils avaient évité ces chutes. Et alors là où j'ai encore un peu un gros problème, c'est par rapport au parcours, où un peu comme dans le Giro, on a eu cette étape à Naples qui était hyper compliquée avec les pavés où Groenewegen tombe. Ici, la dernière arrivée à Aubel, en fait, on est sur un sprint qui succède à une descente où ils sont à fond de balle. Mais là, je comprends pas comment on peut dessiner un parcours comme ça.
les mecs, ils sont à une vitesse, ils doivent être pas loin de 100 km/h au pied d'espèce du petit faux plat final. Forcément qu'à cette vitesse-là, t'as ta cocotte qui te frôle celle du voisin, ou bien t'as un petit coude qui te touche. C'est hyper dangereux. Donc, je trouve ça dommage. Bon, le parcours qui était facile, pourquoi pas. Après, je trouve ça toujours bien qu'il y ait une petite bosse qui crée des différences autres que les bonifications. Mais par contre, ce genre de finale hyper dangereux, pour moi, c'est dommage. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment de tactique à analyser, parce que pour moi, c'est les chutes et le parcours qui ont créé la différence entre les coureurs. Ouais, et pour rappeler, il y a eu une chute vraiment très très vilaine, justement, à cette dernière étape. Ils ont été plusieurs à aller manger la nadar de manière assez violente. Max? Ouais, c'est sûr que les chutes, c'est toujours regrettable, d'autant plus quand le parcours est un peu foireux. Après, sur les écarts, le Tour de Wallonie, il a toujours été comme ça. Hein. Il y a toujours eu des écarts minimes entre le premier et le deuxième. Tu vas gratter des bonifs pour en fait jouer le général. Là, j'ai encore revu les chiffres des 2 dernières éditions. L'an passé, Strong, il gagnait avec 9 secondes d'avance. Et l'année d'avant, Trentin gagne alors qu'il était dans le même temps que Strong. Donc, c'est toujours habituel. Et bon, ça permet d'avoir aussi une course ouverte, hein, avec justement des coureurs qui vont jouer les bonifs, etc. Mais c'est sûr que c'est tout à fait regrettable d'avoir ces chutes et qui ont empêché certains coureurs de se mettre plus en avant aussi. Ouais, mais justement, moi je l'ai trouvé assez excitant, assez sexy ce Tour de Wallonie, où on a vu des gars qu'on voyait pas d'habitude, on a découvert plein de chouettes coureurs. Ouais, allez, je dirais, les chutes, ça fait partie du jeu, malheureusement. Et on a eu un petit manque de lisibilité avec toutes les chutes. Bon, je savais jamais si Arnaud Delis il était à 10 minutes du maillot jaune ou finalement à 5 secondes. Mais moi je l'ai trouvé plutôt passionnant, au contraire. Antoine? En tout cas, c'était cool d'avoir Arnaud Delis et Laurel Spiti. Ça faisait 2 noms quand même assez intéressants. Ouais. Et ça c'est vrai que, comme Émile l'a dit, c'est un peu grâce au changement de date aussi. D'habitude, le Tour de Wallonie, c'est pendant le Tour de France. Ici, c'est avant. Ça permet à des gars en fait, qui préparent un petit peu le Tour de France. Bien sûr, c'est pas le Dauphiné, bien sûr, c'est pas le Tour de Suisse, mais c'est des gars qui ont besoin de rouler pour encore prendre de la forme pour le Tour de France, et on les aurait pas vus si. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se met plutôt bien. Hein. C'est aussi des coureurs qui reviennent après la saison des classiques et qui vont commencer à se préparer plus pour une deuxième partie de saison. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Et bon, je voulais quand même revenir un peu sur Arnaud. Ouais, je propose qu'on en parle juste après. Okay. Mais Émile mérite quand même la fin de son jingle pour le remercier pour son coup de bordure. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Et comme Max avait déjà commencé à en parler, effectivement, il faut parler de notre taureau favori, qui nous a quand même fait assez peur au début de ce tour, et puis qui vient trouver la délivrance. Il faut quand même juste mentionner, parce que ça c'est quand même assez hallucinant, ça prouve que quand même dans les jambes le mec il a quelque chose. On n'est pas des pros des watts autour de cette table, mais ceci dit, il a quand même tenu pendant 49 secondes 890 watts dans un final qui était pendant 470 mètres à 9,4%. Donc si vous êtes déjà un peu amusé chez vous à jouer sur votre vélo d'appartement et essayer de pousser un peu, tenir 890 watts pendant 49 secondes, c'est quand même du très très haut niveau. Votre avis les gars sur Arnaud Delis et sur son Tour de Wallonie, sur lequel dans l'épisode dernier on espérait vraiment qu'il pète la baraque. Est-ce qu'il a pété la baraque finalement, Antoine? Péter la baraque, non. Parce qu'il n'a pas eu de chance en début de tour, parce qu'il a été victime de chute, parce qu'il a été victime de problèmes mécaniques. On aurait dit qu'il avait quitté la baraque si il avait gagné 2-3 étapes. Là, en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'il confirme après sa victoire à la fac, il gagne une étape, et c'est clair qu'il lâche des watts de taureau, le mot est là. Et oui, il revient en forme au bon moment. Ouais, clairement. Max? Ouais, il a montré qu'il était en forme, et qu'il avait quand même des jambes, un peu de malchance. Bon, il est toujours très cash en interview, c'est toujours un régal d'ailleurs. L'as de la communication. Ouais, exactement. Mais il dit vrai. Hein. Je pense qu'il se connaît quand même. Quand il annonce je suis en forme, je suis frustré, mais bon, je reste concentré. Il a réussi à claquer cette victoire qui est franchement impressionnante. Ouais. Les images, la vue d'hélico sur cette victoire, ça m'a un peu rappelé sa victoire au Grand Prix de Québec, tout en puissance aussi. Exactement. Et bon, je trouve qu'on peut se demander parfois un peu quelles sont les courses qu'il doit viser Arnaud, la suite de son programme. On verra, il est annoncé sur le Tour de Suisse, c'est peut-être pas sûr finalement. Bon, tu l'avais toi-même mentionné la fois dernière, qu'est-ce qu'il irait faire là? Il t'a écouté, parce que c'est pas ce qu'il irait faire là. Mais après, sur le Tour de France,
ça va être dur, quoi. Je veux dire, le niveau des sprinteurs est très élevé. On a vu aujourd'hui qu'il peut cibler d'autres types d'étapes. Oui, c'est ça, mais des sprints massifs. Pour les purs punchers, il est quand même. Émile, ton avis? Moi, justement, je serais assez encourageant, même pour le Tour de France. En fait, au Tour de Wallonie, il a fait 2 étapes. Parce qu'il y en a une crevaison, une chute, une où il était enfermé. Sur 2 étapes, il fait premier et troisième. Sans doute que la dernière, il était déjà fatigué de la veille et qu'il lance son sprint trop tôt. Par contre, sur le Tour, il y a peu d'étapes qui sont vraiment très difficiles. Et il y a peu d'étapes qui sont vraiment très faciles. Donc, pour moi, il y a moyen qu'il s'exprime sur pas mal de terrains. Et justement, je serais lui, j'essaierais de cibler le maillot vert directement, jouer les sprints intermédiaires, tenter un truc, qu'on voit jusqu'où ça le mène, mais qu'il le tente une fois correctement du début à la fin. Et voilà, ça le situera sur le sprint mondial. Il verra sa distance par rapport à des Philipsen, des Merlier, là où il doit encore travailler. Mais pour moi, il faut la jouer, il faut la tenter, il faut essayer d'y aller avec de la confiance et d'essayer d'aller chercher ce maillot vert parce qu'il passe bien les bosses. Il sait faire plusieurs efforts sur une même journée. Pourquoi pas, quoi. Ouais, si Milan a gagné un maillot vert, Deli peut le faire aussi. Bah, il a l'air d'avoir quand même montré que tout ce qui est sprint intermédiaire, ça. Oui, c'est ça. Ça correspond pas du tout au discours qu'il a eu après la dernière étape. Où il a dit non, moi je voulais pas du tout me battre pour les bonifs. Je voulais tout miser sur la victoire d'étape. Et alors il y a eu ni l'un ni l'autre. Oui, c'est sûr. Et alors pour moi, la condition sine qua non à un bon Tour de France, c'est retrouver une fusion avec cette équipe, une confiance en ses partenaires. Parce que pour moi, là, Arnaud, il y avait des moments où son équipe a fait le boulot. Et où lui ne faisait pas confiance à son équipe. Et donc on voyait qu'ils étaient là en train de cravacher à l'avant, ils regardaient où était Arnaud, et Arnaud avait fait le choix de se dire je vais prendre la roue de Meus, je vais prendre la roue d'un sprinter en confiance, mais pour moi, si tu fonctionnes comme ça, c'est compliqué parce que le lendemain ou pendant les jours à venir, ton équipe à un moment elle va un peu débrancher, et voilà, il y a des moments où vraiment il aurait gagné à suivre ces poissons pilotes de la Lotto. On n'était pas d'accord en préparant l'émission. Non, mais en plus, il l'a dit dans une émission, il l'a dit dans une interview qu'il n'avait pas besoin de poisson pilote, quoi. Donc c'est assez hallucinant, puisque chez Lotto, on mise tout sur lui et on mise tout sur cette tactique-là. Mais alors, le nombre de fois, on voyait Lamslock vraiment préparer le terrain pour lui. En fait, il prend pas sa roue, il prend une autre, il fait un peu à sa guise. Je trouve qu'il y a un gros problème de management et il y a un petit phénomène d'enfant unique chez Arnaud Dely. Oui, c'est ça. À un moment donné, si les instructions c'est de suivre le train et que Dely n'en a rien à foutre, il veut juste aller claquer son étape. Oui. Et surtout en tant que coéquipier, quand tu fais le train et que t'entends après, de toute façon, moi j'ai pas besoin d'un train pour gagner. Non, mais allez, ses coéquipiers, ils emmènent tous les autres sprinteurs, en fait, sauf Arnaud. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Et où, quand Arnaud tombe, ben, on voit qu'il n'y a pas de train. On a vu, c'était sur la première étape, je pense, avec Milan Menten. Ouais. Et il y a pas de plan B en fait. Il y avait 2 Lotto, donc c'était lui, Menten et Liam Slock de nouveau. Et ils ont chacun sprinté de leur côté, quoi. On s'est pas dit tiens on fait un plan B, j'emmène Milan Menten qui lui aussi est quand même en bonne forme et qui aurait pu faire mieux que la 6e ou 7e place qu'il a claqué à la fin. Comme dit Simon, que j'ai jamais vu un sprinter qui dit alors qu'il a un train qui dit j'en ai pas besoin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base du sprint, c'est le train. Puis en termes de cohésion d'équipe, c'est peut-être pas. Ouais, c'est quand même pas terrible, quoi. Ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin, mais il vaut mieux quand même fédérer ses coéquipiers pour les 4 derniers mois qu'il a à faire. Donc c'est voilà. Bon, après, c'est un mec qui connaît extrêmement bien ce qu'il fait. Il cible souvent le sprinter. Jordi Meus avait fait une interview la veille en disant moi, je veux en claquer 3 sur ce Tour de Wallonie. Je pense que Arnaud, il voit ça, il se dit ok, c'est cette roue-là que je veux. Sauf qu'en fait, là, il s'est fait enfermer. Il aurait suivi ses coéquipiers, ça serait mieux passé. Enfant U, je sais pas. Je pense qu'en tout cas, il y a un truc qui est cassé et c'est dommage parce que il faut pas finir ça en autre boudin non plus, quoi. Non, clairement, ce serait clairement dommage. Tu parlais de Meus, c'était Max qui voulait parler un petit peu. Je voulais mettre en avant sa très belle saison puisque aujourd'hui avait lieu la Brussels Cycling Classic. Aussi une classique la plupart du temps remportée par des sprinters, hein. Et il l'a remporté. Cette année il a remporté du coup une étape ici au Tour de Wallonie. Il a remporté le Samin aussi et une étape aussi aux 4 jours de Dunkerque assez récemment. Là très prochainement il y a la classique sprint Copenhague qui est vraiment qui rassemble le gratin du sprint mondial. Donc il y aura Merlier, Philipsen, ils seront tous là. Dely aussi. Milan, même si c'est un sprinter de D2, il y sera aussi. Et donc ce que je voulais mettre en avant aussi par rapport à sa performance aujourd'hui,
Et c'est un peu au-delà du cas Meus, lui qui fait une très belle saison. C'est typiquement sur sa victoire aujourd'hui l'excellent duo qui forme avec Danny Van Poppel. Et bon, je veux dire, Danny Van Poppel, c'est pas n'importe qui, c'est un coureur qui a de l'expérience. Il porte le maillot de champion des Pays-Bas. On connaît aussi l'ego des Néerlandais. Et je veux dire, voilà, le mec se met à plat pour Meus. Il l'emmène vers la victoire une fois de plus aujourd'hui. Il y a des discussions en fait sur sa sélection. Donc Meus va faire le Tour de France. Van Poppel, c'est pas encore certain. À l'interview, Meus a clairement lancé un appel en disant bah oui, Van Poppel, il m'aide bien, donc au moins le message est passé. Mais donc je trouve que ça montre quand même une bonne gestion du côté de l'équipe Red Bull. On a déjà parlé plusieurs fois et c'est vrai qu'on a toujours en tête Remco, comment est-ce qu'il va agir, réagir. Voilà, le travail d'équipe sur le Tour. Et je trouve que pour l'instant, ils s'en sortent assez bien. Voilà, l'équipe Red Bull, globalement, je trouve que collectivement, c'est une équipe qui fonctionne bien. Sur les Flandriennes, ils étaient toujours collectivement très forts aussi. Donc voilà, je voulais un peu mettre en avant ce travail collectif. Antoine, tu as un avis sur justement la Red Bull? Sur la Red Bull, oui, ils font une super saison. Et non, c'est vrai que l'arrivée de Remco aurait pu complètement bouleverser l'équipe et faire en sorte que ce soit une équipe vraiment de grand tour. Et on a vu qu'ils ont fait complètement l'inverse et que c'est une équipe qui a en fait plein de cordes à son arc et qui avec Meus est présente sur les sprints, qui avec Pitti et Vermeersch était présente sur les classiques flandriennes et puis avec Remco aussi évidemment et qui est présente sur les courses à étapes avec Remco et Lipovic. Donc c'est clair que c'est pour moi la deuxième voire troisième meilleure équipe actuellement. Ouais, sacrée équipe quand même qui montre bien qu'elle est tout terrain. On voulait évidemment aussi parler de notre petit chouchou, notre petit Lennert à nous. Bravo Lennert, bravo, tout le monde t'applaudit. Qui finit 9e du général et qui fait quasiment tout dans le top 20 pendant toutes ces étapes. Donc bravo à la Tarteletta qui montre qu'elle est quand même bien présente dans deuxième place aussi pour Jorben Lauritsen sur la deuxième étape à Libramont. Ah bah tu vois, c'est quand même pas mal. Donc franchement, la Tarteletta pour le moment elle est en forme et ça fait plaisir quand on pointe de ce genre d'équipe au début de nos podcasts, que derrière ça confirme pas mal. Alors au niveau des petits coureurs, parce que c'est hyper péjoratif, mais on en avait parlé la semaine dernière en disant que c'était tout l'intérêt de ce genre de tour, c'était de pouvoir mettre en avant des coureurs qui sont un peu moins sous le feu des projecteurs. Théo, tu voulais mettre un petit peu en avant oui, je voulais mettre en avant plusieurs coureurs des Namurois, en plus Matteo Melotte qui vient d'Assès, qui a 22 ans et c'est sa première course à étapes en professionnel. Il est chez l'équipe Color Code, qui est une équipe de Division 3, qui a été créée cette année, si je ne me trompe pas, et auparavant il était au CC Chevigny. Donc pour lui, c'est une vraie étape. Il est passé vraiment d'une équipe, d'un club à une équipe de course qui va sur les courses professionnelles. Il sera autour de Namur, il sera autour de Liège. C'est un bon puncher. Il a gagné 2 victoires d'étape, notamment récemment sur le triptyque ardennais. On retrouve aussi dans son équipe le jeune Théo de Marsin qui vient de rejoindre l'équipe Color Code. Après lui aussi un triptyque ardennais de feu où il a fait 2 4e places et une 4e place au classement général. C'est un jeune Malonnois qui est VTTiste, qui a arrêté le VTT il y a très récemment, je pense il y a 1 an ou 2. Si je me trompe pas. Oui, il roulait encore cet hiver. Voilà. Ah ouais. Et voilà, maintenant il passe sur route à fond. Et en fait, l'équipe Color Code, c'est une équipe qui est apparue cette année, tout comme l'équipe Arco, un peu grâce ou à cause de la disparition de Wagner Bazin Wallonie-Bruxelles, qui a disparu. Donc on était un petit peu inquiet de qu'est-ce qu'allaient devenir tous ces coureurs de niveau développement qui étaient juniors et qui ont encore leur chance pour passer pro. Et donc on a eu l'équipe Color Code et l'équipe Arco qui est coachée par Kevin Van Melsen et qui est issue de cette disparition. Donc c'est vraiment pas mal. L'équipe Arco, on retrouve aussi notamment Maxence Place qui est un très très bon espoir et qui a été une des victimes de la fusion, une des nombreuses victimes de la fusion Intermarché Lotto. Antoine, ton avis justement sur ce que tu as expliqué, toi qui es un passionné du cru justement. C'est génial, il manque un seul nom, c'est Lucas Jacques qui vient de Mazie. Ça en fait pas mal des petits Wallons et plus particulièrement des petits Namurois qui sont vraiment prometteurs. C'est vrai que
pour moi, c'est vraiment Matteo Melod qui explose complètement cette année. C'est un coureur né en 2004 qu'on n'attendait plus vraiment et qui là, par sa double victoire au Triptyque Ardennais, vient vraiment pointer le bout de son nez. Et des jeunes coureurs qui claquent des victoires comme ça sur de telles épreuves, d'habitude on peut penser qu'ils peuvent passer pro. Sylvain Moniquet avait gagné le Triptyque en 2019 et on a vu où ça l'a mené finalement. Oui, c'est clair. Après, c'est deux profils totalement différents, évidemment. Matteo Melod qui, comme tu l'as dit, est un sprinter puncher et Sylvain qui était vraiment un grimpeur et qui s'illustrait en montagne et sur les épreuves vraiment difficiles et au classement général. Mais clairement, des victoires comme ça peut, en tout cas, ça pouvait faire en sorte de passer chez des équipes comme la Lotto. Et ce genre de coureurs, ils ont quoi comme contrat ? À cet âge-là, ils ont quel type de contrat ? Ils sont déjà sous un contrat, parce qu'on en parlait, j'en entendais à la radio la fois dernière, justement, ce fait que tu peux même courir dans une équipe professionnelle sans avoir un contrat professionnel et un peu presque être un peu comme un pigiste où on te fait un espèce de contrat sur mesure. Ça vous dit quelque chose ? Ça dit rien à personne, on n'en parle pas. Hein. J'ai vu ça, j'ai été super étonné quand j'ai entendu ça la fois dernière. Non, pour moi, ils gagnent quasi rien. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont leur vélo qui est... Elle est en quoi, cette équipe ? En division 3. Elle est en pro, on est en continental. Division 3 quoi. développement, ouais. En continental, t'as même rien, quoi. Oui, mais ils font que bricoler. Quoi. En fait, Ils ont un budget de 150 000 euros, Color. Ah, ok. Ah, bah, ouais, c'est ça. Ils vivent comme des professionnels. Ce sont des professionnels, mais ils n'ont pas la ouais, c'est ça. Mais donc, quelle difficulté pour eux. Enfin, je veux dire, ça doit être parce que, comme tu disais la semaine dernière, ces mecs-là doivent aussi se manger 600 bornes par semaine. Enfin, ils doivent tout faire comme des pros, mais derrière, ça ne suit pas au niveau forcément de la structure. C'est un peu la réalité de la Bingol, donc l'anciennement Bingol qui a disparu. Color Code, ça a été, tu me dis si je me trompe Antoine, un peu un bricolage de... C'est Christophe de Thiou qui tient ce truc-là, non c'est le DS ou le directeur général avec Loïc Vliegen. Ouais. Ah ouais, exact. Donc qui sont un peu bougés dans tous les sens pour essayer de reconstruire un truc et continuer à mettre des bons coureurs wallons sur ces courses un peu intéressantes. Et puis la disparition de la Wanty, enfin en tout cas l'aspiration de la Wanty par la Lotto ou la fusion, ça diminue les possibilités pour des jeunes coureurs comme ça qui performent de pouvoir se trouver une équipe pour l'an prochain. Quoi. Maintenant, tu fais tes preuves en Wallonie, une équipe kazakh ou des pays arabes, et en fait ils ont d'autres chats à fouetter, ils vont voir des cours partout, des courses partout, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ça divise les chances en deux vraiment parce que les Wallons, en fait, il y en a quelques-uns qui vont chez la Lotto parce que ça reste une équipe belge et pas que flamande. Par contre, une équipe comme la Soudal, ils vont pas recruter en Wallonie. Et on avait Wanty, on n'a plus Wanty, et donc il reste plus que la Lotto pour passer pro quand on est Wallon quasiment. Ah, c'est dur, hein. Enfin, ça te réduit fortement tes chances quand même. Enfin, c'est une des conséquences qui n'est pas forcément la première à laquelle on pense quand il y a des fusions. Et c'est pas rassurant quand on sait qu'ils veulent accentuer l'image de marque française. Quoi. Ouais, complètement, tout à fait. Ouais. On pense même à Tom Paco qui a jeté l'éponge après la fusion. C'était quand même un super bon coureur qui a donné pendant des années pour en arriver là. Et qui, un an ou deux après être passé pro, il se retrouve dans ce merdier et qui maintenant a arrêté le vélo. Il n'a pas l'air malheureux, mais c'est quand même triste. Quoi. Ouais, complètement. Mais il avait quel âge lui en plus ? 26 ans, je crois. 26 ans, tu vois. Ça reste quand même assez jeune pour mettre un terme à ta carrière. Quoi. C'est quand même assez triste. Ok les gars, merci pour ces discussions très intéressantes sur le Tour de Wallonie. Et on va se diriger maintenant vers ceux que certaines personnes appellent le Tara, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Théo, je sais pas, comment est-ce qu'on doit l'appeler maintenant ? Je sais pas non plus, vraiment. Je sens que t'es dépité, alors c'est le moment de faire un coup de disquette. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute. Coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup. Coup de disquette. Ce dimanche commençait le Tour Romagne en Berne, le Tour Auvergne, le Tour Rhône-Alpes Auvergne. Enfin bref, le critérium du Dauphiné, quoi. Les gars, vous avez compris, mais on peut plus rien dire en fait ici. On a changé le nom de la course, quoi, bordel. Parce qu'apparemment, en 2026, le marketing a décidé qu'un nom historique de près de 80 ans, c'était plus assez bien. Alors désormais, c'est le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà, à l'époque, critérium, qu'on se le dise, ça voulait rien dire. Puisque normalement, un critérium, c'est une course en circuit fermé. Mais au moins, ça avait de la gueule. Le critérium du Dauphiné, avec en tête d'affiche le requin de Messine et le poissonnier de Copenhague. Putain, mais c'était mieux qu'une journée au Nausicaa, le truc. Non, le Dauphiné, historiquement, c'était une région française regroupant, tenez-vous bien, l'Auvergne, le Rhône et les Alpes. Donc, pour simplifier les choses, ils ont rebaptisé
Tour Auvergne-Rhône-Alpes, simple. Mais c'est loin d'être le pire, parce qu'en cyclisme, on a développé une véritable passion pour les changements de nom. Le meilleur de tous, Gand-Wevelgem, qui s'appelle désormais In Flandersfield from Middelkerk to Wevelgem. On dirait le titre du mémoire d'un étudiant en histoire contemporaine, le truc. Alors ouais, je sais, In Flandersfield, ça rend hommage au champ de bataille de la Première Guerre mondiale traversé par la course. C'est très noble, très respectueux, vraiment très émouvant. Mais alors allons-y gaiement, renommons Paris-Roubaix, Verdun souvenir, from Compiègne to the Vélodrome. Et le Tour de France, Napoléon Bonaparte Tour, from Barcelona to Paris. Oui, Barcelona, parce que désormais, même les villes, elles sont optionnelles. Gand-Wevelgem, par exemple, pour y revenir, ne partait plus de Gand depuis 2003. Mais alors, le gratin, ce sont les 4 jours de Dunkerque qui durent en fait 5 jours. Ou mieux encore, les 3 jours de la Panne qui ne durent qu'1 jour. Entre-temps, d'ailleurs, ce dernier a changé de nom pour devenir le Tour de Bruges. Ce qui, entre parenthèses, est relativement apprécié par les femmes des coureurs puisqu'ils ne peuvent plus désormais faire le coup de la Panne. Et puis alors, il y a mon tour préféré, l'Eneco Tour, devenu Big Bang Tour, puis Benelux Tour, puis Rennes-Oui Tour. Rennes-Oui. C'est où le Rennes-Oui? Non, mais sérieusement, la course, elle a changé plus de fois, donc Patrick Bruel de copine. Et puis alors, il y a les noms d'équipes aussi. Alors là, accrochez-vous les gars, ils sont aléatoires et dépendent des arrivées et des départs des sponsors. Mais quand même, ça facilite pas la lisibilité du bazar. C'est laquelle ton équipe préférée, toi? Oh, moi, Picnic Post NL. Sexy. Et toi? La Q36.5. Non, mais sérieusement, c'est une équipe ou une chaîne de radio, ça? Alors oui, moi, je suis fan d'Uno X. Petit vicelard, va. Non, le cyclisme est le seul sport où ton équipe préférée peut passer d'un fabricant de cuisine à une spécialité culinaire entre Noël et le Nouvel An. De cuisine d'Ovie au chocolat de Jacques. Oh, moi, je suis fan du AE. L'équipe cycliste ou le régime politique? Et moi, j'adore Total Energy. Non, je rigole, personne ne dit jamais ça. Mais le phénomène ne se limite pas au cyclisme. C'est un phénomène marketing et de société. C'est aussi parfois l'occasion de changer d'image ou même d'identité. En politique, par exemple, le CDH est devenu les engagés, passant en un rien de temps de défenseur à fossoyeur de l'enseignement. Delphine Boel est devenue la Delphine de Belgique, ou la rue de la Tristesse, l'Ivan Verhoekstraat. Mais à ce rythme-là, moi aussi, je vais changer de nom, en fait. Je vais devenir Théo Chroniqueur Premium, from Namur to LinkedIn. Mais le pire, c'est que ces changements ne fonctionnent que rarement. Je continuerai à prendre le Thalys, à profiter de mon internet chez Belgacom, à faire mes courses chez GB, à lire vers l'avenir et surtout à regarder le Dauphiné. Parce que parfois, le vrai progrès, c'est simplement de laisser les choses telles qu'elles sont maintenant. Et maintenant, si vous le permettez, je vais encaisser les royalties des 15 marques que je viens de citer dans ma chronique. Enfin, si elles n'ont pas changé de nom entre-temps. Alors, allez, je compense par du commerce local. Traiteur champ libre et fromage Ricaz. Oh, merci Théo, merci. Eh bien, super, Théo nous fait une magnifique passe D pour justement parler de ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, dans ce critérium du Dauphiné qui a commencé aujourd'hui. 8 étapes, des étapes assez variées, moyenne montagne contre la monte par équipe, parce qu'on voit quand même de moins en moins, des étapes de plaine et 3 grandes étapes alpestres qui seront certainement décisives à partir de vendredi. Un plateau plutôt relevé, on sait que c'est un peu la battle critérium du Dauphiné vs Tour de Suisse. Antoine, ton avis sur ce début de critérium, enfin de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui a vu d'ailleurs aujourd'hui Alex Baudin s'imposer? Oui, une première étape vraiment difficile et on pouvait s'attendre déjà à du mouvement entre les favoris. Ça n'a pas eu lieu, ça a roulé fort mais ça n'a pas attaqué et beau vainqueur notre Alex Baudin qui gagne en partant dans l'échappée et en résistant au retour du peloton qui peut-être ne voulait pas la victoire aujourd'hui. Ouais, j'ai clairement l'impression que allez, typiquement Sexas qui est quand même le grand favori. Son équipe qui était devant, qui contrôlait, ils l'ont vraiment laissé partir. Enfin, ils l'ont pas laissé partir, mais ils l'ont laissé la distance nécessaire pour pouvoir s'imposer en solitaire et ne pas prendre trop tôt non plus le maillot. Voilà, c'est ça ce qui est le grand favori. Comme beaucoup de coureurs qui ont des ambitions sur le Tour, ils reviennent de stage. Et donc là, on ne sait jamais vraiment quand les coureurs reviennent de stage, est-ce qu'ils ont une grosse charge de travail, est-ce qu'ils vont avoir la fraîcheur pour tenir plus d'une semaine au top. Donc je pense que là, il y avait un peu une volonté de gestion de leur côté. Ouais, et c'est que ça, ce qui a quand même montré que c'était un sacré descendeur encore aujourd'hui. On le savait bon rouleur, on le savait excellent grimpeur, mais il maîtrise quand même très bien sa machine aussi en descente, même si c'était ses routes d'entraînement au même titre que Alex Baudin, mais c'est quand même toujours beau à voir. Oui, on l'avait déjà vu plus tôt dans la saison. Franchement, à chaque fois qu'il prend les commandes dans les descentes, c'est dur pour les autres de le suivre. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une sacrée arme en plus. Mais Max disait tout à l'heure qu'on ne sait pas trop où en étaient les coureurs, mais moi je pense que la plupart des coureurs ils sont prêts parce qu'ils ont tous des choses à prouver. Pour la plupart, c'est le moment ou jamais. Le Tour de France, ils savent bien qu'ils vont pas le gagner, mais il y en a beaucoup qui doivent vraiment montrer que c'est, notamment pour la saison prochaine, que c'est eux les leaders incontestés de leur équipe.
Je pense à Isaac Del Toro, je pense à Ayuso qui a beaucoup de choses à prouver, à Chandler De Bruyne qui doit aussi se montrer, Oscar Only qu'on n'a pas vu, je pense, quasiment de la saison. Donc il y en a encore d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup. Voilà, pour moi, c'est vrai. Jorgensen qui est aussi encore pas mal à démontrer sur ce tour. Donc je suis vraiment fort excité. Il n'y a pas les 3 champions. Il y a beaucoup de place, c'est vraiment ouvert et je pense qu'on ne va pas s'ennuyer cette semaine. Ouais, après le Dauphiné, c'est toujours un peu une course où on peut voir le coureur qui est vraiment en méforme et qui ne fera pas partie du lot au mois de juillet. Par contre, c'est pas toujours les meilleurs début juin qui seront les meilleurs en juillet. Ouais. Donc, il y a toujours un peu ce truc de se dire, ok, il y a des beaux noms, mais est-ce que les beaux noms sont tous au top ? Et donc ici, ouais, faut toujours prendre les résultats de cette course avec des pincettes, je crois. Et est-ce que tu as un intérêt, quand tu es Pogacar, de vouloir l'écraser absolument ? Est-ce que tu veux vraiment, à cette course-là, montrer que tu es le big boss Pogacar, pardon, Sexas, ils sont tellement similaires. Est-ce qu'il y a un intérêt à vouloir l'écraser ? Lui, par rapport à ta concurrence. Oui, mais est-ce qu'on va plutôt te dire, on sait que tu es en forme, ça sert à rien de vouloir absolument tout l'écraser, non, je pense pas, mais en tout cas, c'est sûr que lui, il va absolument le gagner, quoi. Ouais. Bah, il est excité, il a envie de prouver, ça c'est clair. Ouais, ils sont jeunes âge, peut-être. Il a toujours une confiance qui. Ouais. Ben, je pense que c'était il y a 2 ans. Remco avait fait le Dauphiné, n'était pas à son poids de forme. Il finit, je ne sais même pas s'il finit sur le podium. C'est Roglic qui gagne le Dauphiné. Et un mois plus tard, c'est tout à fait l'inverse, quoi. Ouais. Donc ici, c'est que ça, je pense qu'il est vraiment une jambe au-dessus des autres concurrents. Il a futé. Il était 7e cette année-là. Ouais, il finit 7e. Mais Del Toro... par contre, Sexas, je pense qu'il a vraiment, vraiment envie de le gagner pour se dire, ok, je suis peut-être pas encore au maximum de ma forme, mais ce niveau-là, ce panel-là, je l'écrase. Et en juillet... je combats avec les autres, quoi. Ouais, mais ça va pas être si facile, hein. J'ai l'impression on en parle comme si c'était joué d'avance pour le Sexas. Je suis vraiment pas sûr. Antoine, tu verrais qui alors? Je pense que je surveille fort Del Toro. Je pense que Del Toro sera son rival principal. C'est un peu la grande bataille annoncée, c'est sûr. Et Juan Ayuso, Oscar Only, vraiment, je suis vraiment un gros point d'interrogation sur eux, mais pourquoi pas? Ouais, moi je pense que Only, Ayuso vise vraiment le Tour de France et là où je pense que Sexas il risque peut-être même de laisser des plumes, j'en sais rien, déjà dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui est beaucoup trop long à prononcer d'ailleurs. Mais il y a une étape qui est un contre-la-montre par équipe aussi, puisqu'on aura aussi un au Tour de France. Tout à fait. Et là, il y a quand même, je pense, aussi une bonne équipe pour Sexas, qui est déjà lui-même un bon rouleur. Ils ont sorti les gros rouleurs de son côté. Del Toro a pas spécialement la meilleure équipe sur ce chrono, donc il pourrait perdre quelques secondes là-bas. En tout cas, c'est suivi de près. Je sais que, j'ai lu certaines infos en tout cas, comme quoi du côté de UAE, on allait déjà suivre de très près cette battle entre Sexas et Del Toro. Pour le futur, quoi. Et déjà se dire, ok, notre Del Toro, qu'est-ce qu'il vaut par rapport à la prochaine machine, quoi. Ouais. Antoine, ton avis là-dessus? Moi je trouve que, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré le Dauphiné. C'est clairement la 3e partie de la saison qui commence après les classiques et après le Giro, et on sent déjà que ça sent le Tour de France, avec le retour du maillot jaune, les coureurs qui viennent en préparation évidemment du Tour de France, et oui évidemment on a un duel qui est annoncé entre Sexas et Del Toro. On l'a déjà vu plusieurs fois cette année. On a vu que Sexas était au-dessus, on verra si c'est toujours le cas. Sinon, oui, pourquoi pas une 3e place de Jorgensen sur le podium. Ouais, ce serait pas mal, c'est possible. Moi, je trouve que ce qui est pas mal pour Sexas, c'est que lui, il ne doit plus reprendre de la confiance, contrairement à des Only, par exemple. Je pense à Only, à Ayuso, même des Kerneuter Brooks à une plus basse échelle. C'est des mecs qui doivent venir engranger de la confiance pour se dire « je suis avec les meilleurs sur le Tour de France ». Alors que Sexas, entre guillemets, il continue à refaire sa forme pour être en juillet au top. Et donc, je pense que c'est quand même quelque chose... Il a peut-être moins à prouver que les autres. Voilà, exactement. Ouais. Moi, je pense, par exemple, typiquement à Only, il passe complètement à côté de sa saison. S'il fait un mauvais Tara, t'arrives en juillet quand même, c'est difficile, quoi. Sexas, même s'il est 2e, 3e, que c'est un peu compliqué sur une étape, il a montré toute la saison qu'il était au top. Il n'y a pas de stress de confiance, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir par rapport aux autres. S'il finit 5, 6e, justement, on va commencer à se poser un petit peu des questions. Mais comme on en parlait avec Remco, il finit 3e du Tour de France en 2024, et pourtant, au Dauphiné, il fait 7e. Mais grande différence ici, Paul Sexas, il a affûté. Je pense qu'on a tous vu ses chiffres sur Strava.
Là, il est censé être au top de sa forme. C'est vrai, mais peut-être que la petite marche qui lui manque ou le fait qu'il doit compenser son stage en altitude ou quoi, qui va se faire sur quelques semaines, il l'aura pas ici. Et qu'en juillet, il sera bon. Et donc... Mais c'est que ça se vient ici pour le gagner. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Il va pas au Tour de France pour le gagner. Non, mais par contre, pour moi, il n'y a pas de problème. Personne ici va au Tour de France pour le gagner. Tu veux dire sur le Dauphiné. Ah oui, ouvertement. Non, mais non, parce qu'il y a deux grands favoris. Oui, donc c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est excitant en fait. Ici, ils ont oui, c'est hyper ouvert. Mais Del Toro, pour beaucoup, c'est le moment de gagner quelque chose cette saison, quoi. Oui, un Jorgensen d'office, c'est là que tu veux te montrer. Par exemple, un Jorgensen qui avait tout misé sur les Ardennaises, qui a chuté à l'Amstel, une de ses premières courses. Lui, c'est extrêmement important de se redonner de la confiance, de se dire, ok, je suis bien, je suis dans le coup dans l'école. Alors que pour moi, un Sexas, il sait que la route Pogacar, il l'a tenue sur toute la route. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour moi, c'est plus l'enjeu de ces coureurs-là, des Jorgensen, des Ayuso, des Olni. Pour moi, c'est un Dauphiné hyper intéressant à suivre par rapport à ces coureurs-là. Sexas Del Toro, s'ils sont un petit cran en dessous, ils ont confirmé que c'était des mecs du top. En juillet, ils seront là, pour moi, c'est certain. Ouais, tout à fait. Et tant qu'on est en train de parler des coureurs du classement général, je vous propose de passer au coude à coude de Max. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5. Alors, je pense que c'est Antoine qui va devoir se coller à essayer de trouver les deux coureurs qui ont l'honneur d'être dans le coude à coude de Max. Ouais, donc c'est vrai qu'on a déjà cité beaucoup de gros noms, et donc j'ai choisi deux coureurs qui, je pense, vont tout faire pour, en tout cas, vont faire un maximum pour et potentiellement se glisser dans le top 10 du général. Chut. Il y a de la casse. Ouais. On fait comme si on n'avait rien entendu. Alors, donc le premier coureur, il est français. Et c'est un coureur qui a déjà un beau palmarès, puisqu'il a déjà gagné une étape sur le Tour d'Italie et une sur le Tour de France. Pareil peintre. Exactement. Trop facile, beaucoup trop facile. Et on a un candidat. Et donc, je pense que Valentin paraît peintre, à ne pas confondre avec son grand frère. C'est à lui que tu pensais. Hein. Ah non, je pensais que c'était Aurélien. Voilà. Il est en forme cette saison. Il a été 4e au classement général du Tour de Catalogne. Il a fait 2 top 5 sur des belles étapes du Tour de Romandie. Et je pense que là, il est en forme. Il va vouloir un peu s'illustrer. C'est quelqu'un qui de base, n'a pas spécialement des ambitions sur le général. Et qui va essayer aussi dans la perspective du Tour de France avec un rôle plus d'électron libre au sein de la Quick-Step, comme il a pu l'avoir l'an passé lorsqu'il a remporté son étape. Le deuxième coureur, c'est un coureur belge. De Brooks. Ouais, exactement. Il va découvrir son premier Tour de France. Et il a 23 ans, Kian, on le rappelle. Cette année, pour l'instant, il a été 8e au classement général en Catalogne et 12e au Pays Basque. Et idem, je trouve que c'est aussi un coureur qui a un peu le même rôle d'électron libre dans son équipe, qui va aussi vouloir arriver en forme sur son premier tour. Et donc, je pense que c'est deux coureurs aussi qui vont bénéficier du fait que ce soit un contre-la-montre par équipe plutôt qu'individuel. Parce qu'ils sont clairement pas bons en contre-la-montre individuel. La Movistar, petit avantage sur la Movistar là-dessus, qui avait montré plus de potentiel sur le contre-la-montre par équipe. Et donc voilà les deux coureurs auxquels je m'attends un coude à coude dans le cadre du classement général. Magnifique, merci Max. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Théo, tu levais ton doigt. Oui, je voulais dire que notre ami Shannon de Brooks, encore un coureur qui a beaucoup de choses à prouver, je trouve, sur le Dauphiné. On a vu aujourd'hui que son équipe était quand même pas franchement costaude. Il était vite esselé, le garçon. Ouais. Après, ça lui va bien, moi, je crois. Oui, déjà, en fait, Eutte Brooks, il préfère. Il l'a décidé. Il a quitté la Jumbo pour aller dans cette équipe où il était leader. En tout cas, on lui foutait la paix. Tu n'as qu'un rôle, faire de ton mieux sur ton vélo et démerde-toi tout seul. Mais le Romeo, à mon avis, va bien l'aider dans le contre-la-montre par équipe. Et surtout, là, il a une saison sans pépin. Il a 23 ans, il reste jeune. Oui, pour moi, s'il fait un beau Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est relancé. Il va se retrouver en juillet à essayer de jouer le top 10. Pourquoi pas, quoi. Donc c'est un moment intéressant. On espère vraiment. Mais je crois que c'est un moment intéressant de sa carrière parce que si là il arrive à s'accrocher, c'est la bascule un peu. Tout meilleur.
voilà, il reprend la confiance, il redémarre et après quelques années de galère, on le retrouve un peu au bon niveau, quoi. Et je voulais rebondir aussi sur Valentin Paré-Pinte. Mais maintenant chez la Soudal, il y a aussi Steph Kras qui, je pense, va être intéressant. Ils vont former un duo assez costaud, en fait. Steph Kras, moi, je trouve qu'il est quand même vachement irrégulier. En fait, il arrive souvent au Tour de France à s'accrocher, à aller chercher son top 15, à toujours rester dans le groupe sans jamais gagner d'étape. En fait, je ne sais pas s'il a déjà gagné une course, ce gars. Il a déjà gagné. Ouais. Peut-être, mais en tout cas, c'est un gars qui est assez irrégulier. Je pense à son... je crois que c'est au Tour de Romandie, où il y avait Pogacar, Nordhagen, etc. Et je m'attendais vraiment à ce que Steph Kras, comme il avait fait des Ardennaises correctes, soit au niveau dans l'école, l'effort qui lui correspond le mieux. Et c'était un peu la déception. Donc j'attends, j'aimerais bien le voir sur d'autres courses que le Tour de France, où il arrive à s'accrocher pendant 3 semaines, et ça a l'air de bien lui correspondre, mais voilà. Je viens de me rappeler, il a gagné la première étape du Tour des Asturies en 2025. Elle était dans un tiroir en un coin de ta tête. Bravo. Au milieu de... Ouais. Bravo, franchement, chapeau. Ouais, et il faut aussi souligner la très belle place de Bruyne aujourd'hui, le jeune coureur belge de chez Alpecin, qui avait déjà signé un top 20 sur la doyenne. Ramsey, c'est un pas Kevin, hein. Lui, c'était un mec qu'on avait déjà vu sur les Ardennaises, donc là, il confirme, il fait 2e, c'est beau. Et en fait, ce qui est chouette dans ce genre d'étape, c'est qu'on voit des noms qui n'ont pas l'occasion de gagner souvent. Baudin, voilà, par exemple, donc agréable. Baudin, c'était sa 3e victoire, si je dis pas de bêtises, 3e victoire pro. Pas mal. Et donc sa première World Tour en plus, donc c'est assez beau et assez chouette, connaissant un peu l'histoire du gaillard. Et en plus, Émile a un peu partagé sa roue avec lui. Il ne le dit pas, mais ils se sont fait plaisir cette année sur quelques kilomètres. Ouais, on s'est juste après le Mont du Chat, là, juste à côté du Grand Colombier. Exactement. C'est dans le Bugey. Ouais, entre le Bugey et la Chartreuse. Ouais, voilà. ça fait. On redescend et là on tombe sur Alex Baudin qui était en entraînement et qui est très sympa parce qu'il était en mode, on a fait quelques kilomètres ensemble à discuter, et un mec très simple et très humble en fait, qui disait en fait j'arriverai jamais à faire un top 10 sur n'importe quelle course à étapes pour le Tour, mais moi voilà, je continue à m'entraîner, on verra un peu où ça me mène, et en fait si, il est clairement capable. Ouais, complètement. Antoine? Oui, et ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un gars du coin. Il ouais, vient tout à fait. Et donc, il gagne chez lui. C'est vraiment local. Première étape World Tour de sa vie. Et on le voit à l'arrivée, il y avait toute la famille qui était là, donc c'était un très beau moment. Il a expliqué un petit truc mignon, que sa compagne lui a mis un petit autocollant de son chat sur son guidon, et que ça lui a donné un peu la grinta dans les... Attention qu'il ne croise pas Tibéri dans le peloton. Exactement, lui c'est la bête noire de notre ami Théo. Et vous parlez du Grand Colombier, qui sera l'arrivée au sommet de l'étape 7, qui passe en plus par le versant qui est vraiment le plus rock'n'roll, à plus de 10% sur plus ou moins 8 km. Infernal. Ouais, pour nous, on l'a déjà descendu. On l'a jamais monté ce versant-là, mais déjà en le descendant, j'ai cramé ma roue. J'étais un peu en surpoids avec une roue carbone, c'était peut-être pas très, très, très malin. C'est à cause des freins. C'est à cause des freins. Oui, c'est pas à cause non, du poids. Du tout, on n'a rien à voir là-dedans, effectivement. Et alors, la dernière étape, qui sera l'étape 8, avec le plateau de Solaison, clairement l'étape reine, avec une succession de plusieurs colpes alpins, ça va vraiment envoyer. Il y a juste un gros coureur que j'aimerais bien, que j'ai envie de suivre, et je me demande bien ce qu'il va donner cette semaine, c'est Luc Plapp, que je trouvais bien en jambes. Qui était en forme aujourd'hui. Qui a des très grosses qualités sur le chrono, et qui est un coureur que j'aime vraiment bien, donc j'espère le voir au top jusqu'à la fin de la semaine. Et je pense qu'il a vraiment axé sa saison sur le Tour de France. Voilà, à voir en montagne comment il va répondre, typiquement sur ce genre d'ascension comme le Grand Colombier, qui lui correspond qu'à moitié. Si là il arrive à passer un vrai test, correct, c'est intéressant. Et pour moi c'est ce style de coureur pour lesquels le Tour Auvergne-Rhône-Alpes est vraiment intéressant, donc c'est ça qui me fait plaisir. Tu arrives à le dire vraiment super bien et super vite. Antoine, ton avis sur Luc Plapp? Pas facile à dire. Sur Luc Plapp, c'est un coureur qui vient de la piste et qu'on a découvert principalement avec ses qualités de rouleur. Et puis au fur et à mesure qu'on l'a vu, il grimpait de mieux en mieux, et pourquoi pas maintenant jouer des petits classements généraux. Et oui, clairement, s'il fait un top 10 sur le Dauphiné, on sera content, et il sera dans les leaders de son équipe sur le Tour, et pourquoi pas le voir sur des belles étapes. Ouais, tout à fait. Merci à tous pour cette petite discussion autour du Critérium du Dauphiné, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Et pour terminer, je vous propose notre petit traditionnel point transfert à ce stade-ci de la saison. Max, tu voulais encore parler de la Lidl. Ouais, je voulais parler de la Lidl ici, pas spécialement des transferts de coureurs, mais plutôt dans l'encadrement de l'équipe. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été annoncés cette semaine. Le plus marquant, c'est sans doute Grisha Nirman, qui est le mentor de la Visma, qui rejoint l'équipe Lidl. Il y a Dan Lorang, qui est en fait le coach actuel de Remco, de la Red Bull, qui rejoint, qui va devenir responsable de tout le pôle performance de la Lidl. En termes de chef de nutrition, il y a aussi une nouvelle recrue qui était passée par la Visma. Et donc il y a aussi quelqu'un de Red Bull qui va devenir responsable du centre de performance. Et Andy Schleck, l'ancien coureur que l'on connaît tous, qui avait déjà un rôle au sein de l'équipe Lidl Trek, va être promu en tant que manager général. Donc voilà, là il y a vraiment des ambitions qui sont affichées. Et donc en termes de transfert, au niveau des leaders, on parle de Félix Gall qui sort d'un excellent Giro vers cette équipe Lidl. Et donc on peut se demander est-ce que Lidl est une des prochaines toutes grosses, c'est déjà une très grosse équipe, mais en tout cas une des prochaines très grosses équipes principales sur cette dynamique, j'imagine, de grand tour. Parce que si on inclut ce genre d'encadrement, c'est sans doute avec une volonté de se démarquer sur les grands tours. Oui, c'est clairement une des toutes grandes équipes pour la suite, mais il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de tout grand leader pour l'instant et qu'il faudra qu'ils attendent d'en avoir un. Tant qu'ils n'auront pas Pogačar, Vingegaard ou Sexas pour l'instant, ils seront toujours au final à jouer les seconds rôles. Ils auront une équipe hyper costaude, mais sans quelqu'un pour véritablement gagner le Tour de France. Moi, tout à fait. C'est vrai qu'en termes de talent, il y a Ayuso quand même, qui est relativement jeune. Bon, quand on voit les autres leaders au classement général, sont un peu moins jeunes. Qui était annoncé comme le nouveau Pogačar tout un temps. Ouais, tout à fait. Mais donc là, je pense que lui, il va jouer gros sur son Tour de France quand même. Parce que j'imagine que une recrue comme Grisha Nirman, il va mettre sa patte aussi dans le recrutement, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est un peu acheté à tout va, tout ce qui existe sur le marché, qui a bien fait du boulot à gauche à droite, mais pour moi il n'y a pas une vision long terme, il n'y a pas de bons jeunes comme un Del Toro qui a été qui a eu AEA depuis quelques années, ou un Nordhagen qui doit encore confirmer, mais je veux dire, dans les autres équipes, on va chercher vraiment le jeune qui fonctionne bien, essayer de l'accompagner, de le transformer jusqu'au moment où il est bon. À la Lidl, que ce soit chez les coureurs ou chez les accompagnateurs dans le staff, on va chercher ce qui a déjà été bon et on fait une espèce de grande soupe où on met tout le monde dedans. Il n'y a même pas de hiérarchie. On l'a vu sur le dernier Giro où ça ressemblait pas à grand chose. Ici, on va acheter Gall. Je comprends pas ce que Gall va aller faire dans cette équipe-ci. Comme Jordi Meus, je comprends pas ce qu'il va aller faire dans cette équipe-là entre Milan, Pedersen. Autant aller acheter des bons lieutenants ou des bons jeunes, investir dans l'avenir et chercher à se créer une identité d'équipe que essayer de foutre tous les gros noms du vélo dans cette équipe. Bonjour la guerre d'ego aussi. Oui, alors le Nirman, là, le mec à la Jumbo, il y a toute une vision où en fait c'est extrêmement clair. T'as tes 7 lieutenants, le leader, il n'y a pas de débat, on avance. Ici, il va se retrouver dans des espèces de guerre d'ego à devoir dire ok Ayuso, c'est ton tour, Skelmos, tu vas l'emmener au pied, alors que Skelmos, tout ce qu'il veut, c'est gagner son étape. Et donc en fait, pour moi, si ça va prendre quelques années, c'est un avis très personnel et je peux me tromper, mais l'an prochain, ça va être n'importe quoi parce que ça va être n'importe quoi, je le dis. Mais par contre, deux jambes. Et après, ils vont un peu rechanger leur fusil d'épaule pour chercher à créer une cohésion dans cette équipe. C'est vrai que le Philipsen, Whiten Philipsen, c'est un des bons jeunes, mais pour moi, c'est pas un grand grimpeur qui va gagner du général sur le long terme. Mais voilà, je pense que il faut créer de la cohérence et pas que se dire je vais diminuer les autres équipes en achetant tout ce qui est bon chez eux et tout foutre dans mon équipe, quoi. Antoine, tu as un avis toi, sur justement cette espèce un peu de fourre-tout qu'Émile est en train de nous décrire? Oui, j'ai un avis un peu similaire à celui d'Émile. C'est clair que on achète tout ce qui est bon, mais par contre, je sais pas si ça va être n'importe quoi. Ça va quand même être une équipe qui va très bien performer, oui, qui va gagner des courses, ça c'est certain, mais oui, on ne sera pas au niveau de la Visma et de UAE dès l'an prochain parce qu'on n'aura pas les tout grands leaders.
Oui, complètement. Je suis d'accord. Et cette année, c'est une équipe qui coince un peu cette année. Oui, ça on l'a vu. Un peu en deçà de ce qu'il souhaitait. Mais voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Ouais, ce sera intéressant effectivement. Et on voulait aussi. Max. Et donc il y a aussi un des coureurs qui est scruté par l'équipe Lidl, c'est Jordan Jegat. Ouais, tout à fait. De l'équipe Total Energy. Il a terminé 10e du Tour de France l'an passé. Ouais, c'est pas C'était mal. quand même tout à fait. une surprise, hein, mais. Et donc, il y a un peu toute une histoire. Une histoire de notre ami Jean-René Bernaudot. Exactement. Qui a fait comprendre clairement que dans ces coureurs, s'il y en avait qui avaient des discussions trop avancées, voire même qui avaient signé, c'était terminé, bonsoir pour le Tour de France et que ça bougerait pas d'un iota sa décision. Voilà, ça fait un peu. Parce que lui estimait qu'il n'y avait pas de raison que tu sois moins bon parce que tu es signé dans une autre équipe. Donc voilà, c'est au revoir, merci. Si vous avez déjà des discussions trop avancées. Votre avis justement sur cette décision qui est quand même un peu. Je veux dire, Total Energy, justement, il cherche un sponsor, donc c'est un peu. Ouais, il faut rappeler effectivement. C'est un peu dans cette logique. Tout à fait. Je suis pas sûr qu'en se séparant d'un coureur qui a du coup une petite renommée, ayant fait quand même top 10 du Tour de France l'an passé, ça va le mettre en avant, quoi. Pour moi, la saison prochaine est déjà en suspens avec la recherche d'un sponsor et tout seul, il est en train de se tirer une balle dans le pied pour la fin de sa saison, cette saison-ci. Donc, ouais, je comprends pas trop la logique. Ouais, surtout à l'heure où on sait que les points ici, c'est quand même assez important. Je pense que faire un top 10 sur le Tour de France, ça doit quand même ramener, à mon avis, ça doit ramener un peu Bongo. Antoine. Oui, c'est clair que ça ramène des points. Maintenant, est-ce que j'ai gâté en forme cette année? Ouais. On a vu sur la course des Alpes-Maritimes, la classique des Alpes-Maritimes, qu'il était seulement 13e contre des adversaires vraiment de second, voire de 3e rang. Donc un top 10 cette année, j'y crois pas du tout. Mais clairement, il peut ramener des points et ce serait bête de s'en priver, c'est un Tour de France. Ouais, complètement. Et alors, il y a aussi la Décathlon AG2R, enfin, la Décathlon CGM, exactement, qui sera très intéressant à suivre parce qu'eux, ils doivent construire toute une équipe extrêmement compétitive autour de Sexas. Donc voilà, UAE, Visma, Lidl, Décathlon, ça va vraiment être les 4 grosses équipes. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Là, ça va être costaud. Ouais, parce que tu mets Sexas dans le collectif Lidl, là, je pense qu'il exactement. n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ouais. Ce sera plus n'importe quoi du tout. Complètement. Donc, du côté de la Décathlon, apparemment, finalement, Olaf Koy ne devrait potentiellement pas participer au Tour de France. Ah ouais. Voilà, ils ont dit, à confirmer, hein, mais que voilà, vu son virus, il revient en forme, mais de là à tenir 3 semaines, pas spécialement, quoi. Donc là, il faudra un peu voir si ça se confirme ou pas. Ça pourrait peut-être mettre plus de pression encore sur Sexas s'il n'a pas un sprinter dans l'équipe qui permet d'un peu diminuer et répartir les possibilités de victoire, quoi. Ouais, Donc, oui, parce que là, mais bon, après, ça veut vraiment dire, on croit en toi, on met tout sur Sexas, on aimerait vraiment qu'il la gagne sous les couleurs d'une équipe française. Je pense que ce qui est intéressant ce qu'on va voir aussi au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que c'est sur le contre-la-montre par équipe où en fait avec Stéphane Bissegger, Dan Houle, des coureurs comme ça va bien tracter. Sexas, c'est un bon coureur de chrono, c'est une bonne répétition avant le contre-la-montre par équipe à Barcelone ou c'est en catalogue, je sais plus si c'est à Barcelone, mais c'est à Barcelone. Ouais. C'est à Barcelone. Ça va être intéressant de voir un peu comment ils répondent et de se réajuster. Donc, ouais. Ok, super. Merci les amis pour avoir fait le tour de la question. Et on voulait absolument terminer en mettant en avant le super travail réalisé par les copains du Tour avec Sully qui sort ce jeudi. Pour rappel, le Tour de Sully, c'est cette bande de gué-lurons qui sont partis arpenter les routes du Tour, hommes et femmes, pendant 2 ans, à bord de leur vieux camping-car et qui ont capté tout ce qui fait qu'on aime le Tour. C'est les personnes au bord de la route, c'est leur territoire, leurs histoires, mais aussi les sportifs, les accompagnements, bref, tout ce qui fait que cette course est absolument unique. Et pour vous donner l'eau à la bouche, on vous propose en exclusivité d'écouter la bande-annonce de leur péripétie qui s'étale sur 6 épisodes. C'est la première fois que tu fais une interview avec des journalistes où on boit un coup et on parle du bon vieux temps. J'ai jamais connu ce truc-là, d'être dans un tas de ferraille comme ça. Ah, on est dans la diagonale du vide, il n'y a pas grand-chose par chez nous. Est-ce que je peux te proposer un Kinder Bueno? Non. C'est pour Bruno, c'est pour Bruno. Il
il est à la maison. Du coup, faut qu'on fasse un max de bruit pour lui. Il y a une seule hormone qui est autorisée, c'est les endorphines. Être fier. Aujourd'hui, j'ai donné congé à toute l'équipe des lignes et tout le monde était là pour profiter. Il y en a, ils ont tendance à disjoncter, comme on dit communément ici. Même s'il y a, 99% de maîtrise, de contrôle, d'approche scientifique, il y aura quand même toujours 1% d'instinct dans ce sport. Est-ce que la vie normale me manque ? Je pense qu'on n'a même pas le temps à penser à ça. Je crois à la sincérité et à l'honnêteté de tous les coureurs qui sont mal aux jambes. C'est quoi comme radio là que vous faites ? C'est la radio-télévision belge. Belge ? Ouais. Ah d'accord. Là où il y a de l'argent à se faire, il y aura de la triche. Ce Tour de France est extraordinaire en fait. Est-ce qu'on peut en conclure que les gens sont cons ? Ils sont très cons. Sauf les Belges et les Bretons. Comment ? Pogacar dans le camping-car. Guidon Sully, Pogacar dans le camping-car. Maillot jaune dans le mobil-home. Le Tour de France avec Sully. Une odyssée en 6 épisodes réalisée par Quentin Jardon et Nicolas Lao, mixée par David Enrave, produite par Johan Rouls et soutenue par le Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec la participation de Nicolas de Borcrave, Camille Delefort-Kendris et Alex Jardon. Voilà, on vous l'avait dit, frisson garanti et les fines oreilles ont reconnu quelques gros noms du peloton français et du peloton international. Messieurs, les gars, on a déjà fait le tour de la question. Je rappelle le podcast de celui qui sort ce jeudi. Nous ici, on a fait le tour de la question, on a bien discuté, on est resté plus d'une heure. Encore un grand merci à Antoine d'être venu, d'être notre premier invité. Et on te souhaite franchement d'aller chercher une 3e étoile le 6 septembre. N'oubliez pas, c'est la vieille boucle lustinoise. Allez les applaudir, fringuez-vous en mode rétro et venez applaudir le sanglier, quoi. Merci Antoine. Excellent. Allez, merci les gars. Merci. On se retrouve très vite, peut-être même plus vite que d'habitude. À très vite et bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.